Salut, dans cette vidéo, je vais te parler d'un réalisateur émergent qui, selon moi et selon pas mal de gens, va faire vachement parler de lui dans les prochaines années. Il s'agit de Panos Cosmatos, un réalisateur gréco-canadien qui est aussi producteur et scénariste. Mais avant de parler de son style bien particulier et de sa carrière jusqu'à présent, je suis obligé de faire une petite parenthèse et de parler de son père, George Cosmatos. Car ce dernier a quand même une carrière remarquable dans le cinéma international. Il a commencé à se faire connaître en tournant des films en Italie en tant que réalisateur, dans les années 60, tels que SS Représailles ou Le Pont de Cassandre, pour ensuite avoir une carrière aux États-Unis et de réaliser des films à gros budget et à gros succès commerciaux tels que Rambo 2 ou ensuite Cobra. Malheureusement, cet homme est décédé assez jeune, à l'âge de 64 ans, mais il a laissé derrière lui, en dehors de l'aspect culturel de ses œuvres et important pour l'industrie du cinéma, un héritage à son fils Panos Cosmatos. Avec cet héritage, notamment l'argent généré par son avant-dernier film Tombstone, Panos Cosmatos a pu faire financer son premier long métrage avec un budget relativement important de 1 million et quelques de dollars. Dès son premier film, Panos Cosmatos va développer une identité visuelle et même sonore remarquable. On peut maintenant parler du premier film de Panos Cosmatos sorti en 2010 qui se nomme Beyond the Black Rainbow. Donc ce premier film, on peut le qualifier de film de science-fiction qui se passe dans un univers rétro-futuristique dans les années 80. Mais on peut aussi le qualifier de film de trance. Donc le film de trance, c'est une sous-catégorie du film expérimental dont on pourrait qualifier en quelques mots comme étant un rêve dont on ne se réveille pas. Il y a quand même une narration dans ce film-là, on n'est pas totalement dans un film expérimental. Ça se passe dans un institut scientifique où des expériences sont menées sur des humains, dans le but d'élever la conscience et de faire connaître à l'homme le bonheur perpétuel. Et au milieu de tout ça, il y a un scientifique fou qui mène des expériences à coup d'interrogation, d'interrogatoire sur une jeune fille du nom de Helena, qui, on comprend assez rapidement qu'elle a des pouvoirs psychiques. Donc dans ce film, on peut y voir toute une sorte de métaphore sur les anciennes générations qui veulent contrôler et modeler à leur image les nouvelles générations. Mais on peut y voir aussi plusieurs discours. Bon, vous l'aurez compris, ce film est difficile à qualifier, il est difficile à saisir. Et j'ai envie de dire, c'est souvent le cas avec des réalisateurs comme ça qui touchent à l'horreur et à la science-fiction, avec des partis pris très forts. Et je pense notamment à David Cronenberg. Mais ce qui est intéressant dans ce film, en dehors de l'expérience bien sûr qui nous fait vivre, c'est qu'on peut y voir déjà les prémices d'un style et d'un cinéma de Panos Cosmatos. En termes d'image, on a une photographie très 80s, donc avec de forts contrastes, des couleurs et des lumières très vives, des surimpressions et une utilisation du grain très marquée. On a des compositions de plans très géométriques qui jouent avec le décor et qui sont parfois même symétriques. Et enfin, en termes de musique, qui est aussi un des éléments notables des films de Panos Cosmatos, on a une musique principalement rétro-futuristique, vibrante au rythme des synthétiseurs. Huit ans plus tard, Panos Cosmatos va sortir ce qui jusqu'à aujourd'hui sa masterpiece, vraiment son œuvre majeure, celle qui m'a fait découvrir son talent, qui est le film Mandy, donc sorti en 2018. His fist closed around the serpent's eye. C'est un thriller horrifique et fantastique, mais il est difficile à qualifier en fait. On peut aussi le mettre dans la case du film de secte. C'est un véritable trip sous acide, c'est un cauchemar sublime et psychédélique. C'est ce qui est marqué sur l'affiche. Je trouve que ça résume quand même bien le film. Donc c'est un film américain tourné en grande partie en Belgique avec plusieurs producteurs, et notamment Elijah Wood, pourquoi pas, et avec dans le rôle principal le magnifique Nicolas Cage. Donc si vous connaissez un peu la carrière de Nicolas Cage, vous voyez un petit peu quel ton ce film peut avoir. Si je devais le pitcher ou le résumer rapidement, sans spoil bien sûr,
Je pourrais dire que ça commence en tout cas avec le personnage de Red, interprété par Nicolas Cage, qui est un bûcheron, qui vit dans la nature avec sa femme Mandy, qui elle est une artiste, on sent qu'elle est fragile, qu'elle a souffert, et en fait elle vit dans la nature avec lui pour se ressourcer, et il y a vraiment une véritable emphase entre elle et la nature. Donc ils mènent leur vie de couple fusionnel et idyllique, jusqu'au jour où il y a une secte catholique complètement déjantée qui va débarquer dans leur forêt et anéantir toute leur vie. À partir de là, Red va entamer une vengeance terrible. Dans ce film, il y a quand même tous les aspects esthétiques que j'ai évoqués précédemment, mais il y a un autre truc très intéressant dont je n'ai pas parlé et qui est encore plus évident dans ce film-là, c'est tout l'hommage qu'effectue Panos Cosmatos aux films de série B, notamment les films de série B des années 80. On peut y voir soit par le biais des références ou par des inspirations, des clins d'œil aux grands réalisateurs de films de genre des années 80, tels que Dario Argento, Jodorowsky, Clive Barker, David Cronenberg, John Carpenter, Toby Hooper, et j'en passe. Et je trouve ça personnellement jouissif en fait, hein. Vraiment tout rebondit, toutes les références s'emboîtent dans un film complètement déjanté. Et même au-delà de ça, on peut y voir tout un hommage à la subculture en fait américaine des années 80, donc aux comics de dark fantasy, en passant par le heavy metal. Donc Mandy en fait c'est un film sans limite esthétique, sans limite morale et sans limite en termes de référence. Donc c'est sûr c'est un film imparfait, hein. Certaines personnes lui reprochent une surenchère visuelle et sonore, mais pour moi je préfère y voir un film libre, vraiment le symbole d'un type de cinéma qui s'affranchit de toute limite et de tout code en fait. Et c'est personnellement le genre de cinéma qui me fait vraiment vibrer en fait. Je peux maintenant vous parler de la dernière œuvre à ce jour de Panos Cosmatos, The Viewing, donc l'épisode 7 de la série d'anthologie Le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro. Donc c'est une série d'anthologie présidée par Guillermo del Toro qui met en avant des récits qui collent, je pense, à son œuvre à lui. Et en faisant ça, en fait, il met en avant aussi des réalisateurs. Donc c'est pour ça que c'est important de parler de ça. The Viewing, si je dois parler un petit peu de l'œuvre, bien évidemment, on y retrouve les caractéristiques singulières que j'ai évoquées précédemment en termes d'esthétique. Si je devais le pitcher rapidement, c'est un milliardaire américain qui invite à une soirée des gens qui sont des élites dans leur domaine, donc par exemple un médecin, un musicien, pour avoir une discussion avec eux sous psychotrope. Voilà. Donc la discussion va partir un petit peu dans tous les sens. Donc cette personne est aussi un collectionneur et en fait il va décider à la fin de la soirée de leur montrer sa dernière acquisition, qui est aussi la plus singulière et la plus impressionnante. Je peux en dire plus. On peut y voir à travers ce moyen métrage quand même une critique de la superpuissance américaine, surtout dans les années 80. Et même au-delà de ça, on peut y voir quand même la métaphore de la domination de l'homme sur la nature. Mais ce qui est surtout intéressant avec The Viewing, sans parler de l'œuvre en elle-même, c'est que, comme j'ai dit précédemment, Guillermo del Toro a volontairement choisi de mettre en avant Panos Cosmatos. Et je pense qu'il a fait ça parce qu'il a dû reconnaître en lui un semblable. Il a dû voir en Panos Cosmatos une envie et surtout un talent de ressusciter et de mettre en avant des genres du cinéma qui appartiennent un peu plus au passé. Et si on connaît bien Guillermo del Toro, sa filmographie, on peut remarquer effectivement que ce réalisateur aime ressusciter des genres un peu enfouis dans le cinéma en fait. Donc ça en fait c'est le premier indice que Panos Cosmatos, je pense, risque d'aller loin dans sa carrière. Mais il y a un autre indice qui, lui, est encore plus évident et un peu plus récent que Le cabinet des curiosités. C'est son prochain film qui est rentré en production en 2023, qui s'appelle Necrocosme, et qui sera produit par A24. Voilà, donc rien que ça, c'est quand même assez annonciateur pour la suite de sa carrière. Necrocosme, donc on part sur un film plutôt de science-fiction. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. On a quand même un pitch qui parle d'un couple qui va être séparé sur une planète lointaine en tentant de survivre à une invasion extraterrestre. Donc ça s'annonce quand même assez démentiel. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que Panos Cosmatos lui-même a annoncé que ce film-là était encore plus singulier que les autres
et qu'il allait coller à des thématiques qui lui sont chères. Voilà, donc moi ça me donne personnellement très envie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ce réalisateur, qu'est-ce que vous en pensez, et puis si vous ne connaissiez pas et que vous allez voir du coup grâce à cette vidéo ces films, j'aimerais bien savoir si vous avez adoré ou détesté, parce que je pense honnêtement que c'est soit l'un soit l'autre, au vu des partis pris très forts qu'il y a notamment dans Mandy. Donc merci et puis à une prochaine.